À chaque semaine, à TVCO, nous recevons des élus, qu'ils soient maires ou députés. Et aujourd'hui, pour savoir ce qui se passe du côté du fédéral et en parler, j'accueille Caroline Desbiens. Caroline, bonjour. Bonjour. Caroline, commençons tout de suite avec le thème dont tout le monde parle et qui prend beaucoup trop de place, je pense, dans nos esprits, nos voisins américains. Nos voisins américains nous imposent des tarifs. Qu'est-ce que ça a comme impact dans notre circonscription? On en parle beaucoup au Canada, tout ça, mais dans la circonscription, est-ce que vous pouvez voir des impacts là-dessus? Bien, justement, on a fait le tour. Mon chef, Yves-François Blanchet, est venu dans Charlevoix il y a 2 semaines et on en a profité pour rencontrer un certain nombre d'acteurs économiques de la région de l'Est, vraiment du côté Est, parce qu'on n'avait pas encore rencontré ces gens-là. Donc, entre autres, Garalco, la gang de Résolu, du chantier, de l'industrie. Et, somme toute, c'est à court terme, quand je dis à court terme, c'est pour la prochaine année, les impacts ne seront pas majeurs parce que, premièrement, le marché de Gavalco est intérieur. C'est un marché exceptionnel qui s'installe dans Charlevoix, du côté de Saint-Urbain. Oui, on parle de l'usine d'acier galvanisé. Oui, exactement. Oui. Je ne veux pas dire qu'il faut mettre des lunettes roses, mais il ne faut pas non plus céder à la morosité, céder à... Le Québec est une nation extrêmement riche de toutes sortes de forces, l'aérospatiale, le bois, l'électricité, évidemment, l'hydroélectricité, mais aussi l'éolien et toutes les autres formes d'énergie propres, l'aluminium. Il va y goûter quand même, l'aluminium. L'aluminium va y goûter, mais il faut nuancer. Encore une fois, à court terme, il y a des contrats qui sont déjà signés, qui sont déjà en fonction et qui ne sont pas sous cette taxe-là systématiquement. Donc, il y a bien sûr de l'inquiétude. Il ne faut pas s'en cacher, il y a de l'inquiétude. Partout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Québec n'est pas en mauvaise position dans le contexte des négociations et des traités internationaux, dans la mesure où le Bloc veille au grain. Bien justement, vous êtes l'opposition à Ottawa. Il y en a d'autres, mais vous faites partie de l'opposition à Ottawa. Présentement, il y a toutes sortes de choses qui se négocient. Il y a des visites à Washington, il y a toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'un parti d'opposition comme le Bloc peut faire dans une situation comme celle-là? On est déjà commencé à le faire. Moi, en tout cas, je parle depuis les 5 ans que je suis là. Notre chef utilise énormément ses leviers diplomatiques parce que la différence avec d'être à Ottawa, d'avoir un siège à Ottawa en ce moment, c'est qu'on a des leviers diplomatiques. Donc, on peut aller faire des rencontres, faire des représentations au sein des différents pays d'Europe, des États-Unis. Notre chef a une tournée du côté des États-Unis en début mars qui est organisée. Donc, on est capable de faire un travail en amont qui est extrêmement constructif, qui est un peu moins flamboyant. On n'est pas dans les Kodak, mais on fait des choses constructives. On crée des liens, on a des échanges sérieux qui fait en sorte que ça fait réfléchir un peu nos interlocuteurs. Donc, on arrive à déposer des enjeux importants et de faire de la sensibilisation, parce que c'est à deux... Il y a toujours un contre-coup à un traité international. Il faut être capable de faire valoir notre poids au niveau des ressources naturelles, au niveau de nos forces économiques, pour être capable de faire un contrepoids, justement, qui n'est pas nécessairement aussi évident ailleurs au Canada. Maintenant, quand ces situations-là arrivent, il y a un sentiment d'insécurité qui s'installe. Puis on sent présentement au Canada un sentiment de national, un sentiment national. On est fiers d'être Canadiens, puis on va défendre le Canada. Comment on se situe avec un bloc qui, lui, veut faire la promotion de la souveraineté du Québec? Le même travail qu'on fait toujours. Parce que là, le Canada est à la hausse, présentement, dans le cœur des citoyens. Quand on est assis dans un comité parlementaire, par exemple, moi, je suis vice-présidente du comité Pêche et Océan. Donc, je contribue à l'exercice parlementaire qui fait en sorte qu'on vote des projets de loi. On a le choix au Québec de ne pas intervenir dans les projets de loi et de se retirer complètement. On pourrait se retirer complètement, dire on ferme nos valises, on s'en va. Ou bien, en attendant que le Québec choisisse une avenue, à notre avis, l'avenue qui est la meilleure, parce qu'on a démontré maintes reprises que le fédéralisme ne servait pas le Québec. De plus en plus, les gens s'en rendent compte tranquillement. Mais malgré ça, il faut, en attendant, être dans l'action. Parce que si on n'est pas là pour protéger les intérêts du Québec, le Québec aura de moins en moins de poids, de moins en moins de levier. Et donc, dans l'ensemble de l'œuvre, on est envié. Le Québec est envié par l'Alberta, par les provinces maritimes, de dire, écoute, le Québec, eux autres, ils ont des sièges au Parlement d'Ottawa, puis ils font valoir leurs intérêts. Donc, on a ce levier-là qui est important pour protéger le Québec contre ce que le Canada a tendance à faire, c'est-à-dire se servir
du Québec. Je vous entends, mais dans les faits, là, la Chambre est prorogée. Oui. Les projets de loi que vous avez défendus, que vous êtes venus présenter ici à plusieurs reprises, ont été mis de côté. Par deux, entre autres, la gestion de l'offre par 2 sénateurs non élus. Mais ce qu'on constate, finalement, c'est que malgré vos efforts, vous touchez un mur. Puis il est pire que jamais, votre mur, parce que là, les projets de loi sont restés au feuilleton. Ça ne sera pas voté. On s'en va en élection. Avez-vous vraiment l'impression que vous avez une action qui vient changer les choses à Ottawa, ou vous faites du bruit là, Nous, on travaille, en fait... C'est vrai que nos projets de loi n'ont pas eu l'échéancier qu'on voulait, le résultat qu'on voulait, mais lorsqu'on est rendu à faire voter le Parlement pour la gestion de l'offre, qu'on fait des manifestations sur la colline avec toutes les partis représentés, la plupart des sénateurs sur la colline avec nous, évidemment des agriculteurs sous gestion de l'offre. Laissez-moi finir. Donnez-moi du temps. Parce que c'est important ce que je dis. Tout ça est mis en place et on a démontré 2 choses. Que la gestion de l'offre était intouchable. Alors, même si le projet de loi n'est pas passé, dans le collectif de la société québécoise et même canadienne, on ne peut Je verrais très mal le Canada se servir de la gestion de l'offre pour négocier des traités internationaux. Pourtant, les États-Unis n'hésiteront pas à ouvrir le dossier, eux, de leur côté. On verra, mais on sera là. On sera là pour faire le contrepoids. On sera là pour réagir. On sera là pour mettre en place des thèmes qui sont autres que d'altérer la gestion de l'offre. Et ça, c'est important parce que notre économie agroalimentaire est basée là-dessus et c'est démontré que c'est un mécanisme, un modèle environnemental, économique, qui est envié partout dans le monde. Alors, c'est pas vrai que si on n'est pas là pour le défendre, projet de loi ou pas, si on n'est pas là pour défendre ça, on manque énormément l'occasion de mettre le Québec en avant et de protéger ses leviers de base. Maintenant... Là, vous avez... Oui? Maintenant... Oui, je vous laisse encore aller. Merci, c'est gentil. Allez-y. Maintenant, dans le contexte où ce genre de travail se fait, il n'est pas fait par personne d'autre. C'est le Bloc qui fait ça. On a des lois... On cherche les résultats, quand même. Mais il y en a plein de résultats. Je défie quiconque, cet automne, a ouvert la télévision pendant 10 minutes qui n'a pas entendu parler de la gestion de l'offre. Alors ça, c'est important, parce qu'il y a plein de Québécois qui n'étaient pas conscients à quel point c'était important, la gestion de l'offre. Là, ils l'ont vu. Alors tout ça fait en sorte que les gens réfléchissent. Moi, j'ai confiance à l'intelligence des Québécoises et des Québécois. Je le sais qu'ils ne sont pas dupes. En ce moment, les gens réfléchissent très fort parce qu'on est à l'épreuve plus que jamais dans nos bases. Permettez-moi, je vous écoute, là, et vous êtes prête pour les élections. Je suis prête, certain, ça fait longtemps. On vous entend, là. On voit que l'argumentaire est là. Vous êtes prête à aller de l'avant pour les élections. Je pense qu'il faut rapidement refaire un Parlement, refaire un outil de travail au niveau gouvernemental pour être capable d'embarquer sur la patinoire. Parce que là, au-delà des questions de souveraineté ou pas, présentement, on a l'impression que le Canada est attaqué, mais que la réponse, on est au neutre présentement. Le Parlement ne siège pas, le premier ministre s'en va, le successeur n'est pas encore nommé. Présentement, on est vulnérable. On est dans un flottement et c'est agaçant. C'est agaçant, effectivement. Donc, il faut que ce soit réglé rapidement. Nous autres, on espère que le nouveau chef qui deviendra... pendant quelque temps, premier ministre, sans avoir un siège au Parlement d'Ottawa, passera vite en mode électoral. Parce que vous êtes prêt à le renverser. Absolument. Oui, bien sûr, à n'importe quel moment. Nous autres, depuis le 29 octobre, c'était la date ultime qu'on avait donnée au gouvernement à l'époque pour nos 2 projets de loi, pour la réponse positive à nos 2 projets de loi. Nous autres, à partir du 29 octobre, on était en mode électoral, on était prêt à renverser le gouvernement n'importe quand, parce qu'il fallait le faire. Comment vous voyez la lutte électorale à venir? Comment vous voyez ça? On a l'impression que les conservateurs sont fait un peu tirer le tapis sous les pieds, qu'on a un banquier mondial qui arrive et qui apparaît comme un sauveur. On s'est questionné. Vous vous placez où par rapport à ça? On s'est questionné à l'automne, à partir du 29 octobre. On s'est dit, bon, ben là, on va aller en élection. Mais non, les conservateurs ont étiré la sauce avec une procédurite qui ont paralysé le Parlement pendant le reste jusqu'aux fêtes, alors qu'on aurait pu aller en élection. Les néo-démocrates ont continué d'appuyer le gouvernement aussi. Aussi. Alors, tout ça nous amène là où nous sommes. Moi, les prochaines élections, je les vois comme un défi supplémentaire pour moi, mais aussi pour les Québécoises et les Québécois. Il va falloir que les gens réfléchissent à ce qui s'est passé et ce qui peut se passer
dans l'avenir et qui, au centre de ça, est la meilleure voie pour avoir un poids important et faire écho à l'ensemble de l'Amérique, de ce qu'est le Québec. Et vous pensez que dans le contexte actuel, alors que le Canada est sous attaque économique, que le parti qui défend la souveraineté est le mieux placé pour recueillir l'appui des Québécois? Absolument. Le Québec sera toujours le Québec, quel que soit ce qu'on en dise, quel que soit le portrait politique. Le Québec sera toujours le Québec. Et l'histoire nous l'a servi plusieurs fois. Nous n'avons qu'une signature, c'est celle du Québec. Maintenant, dans le contexte actuel, comme je vous disais tantôt, il faut utiliser les outils qui sont à notre disposition. Oui. Demain matin, il n'y a pas de référendum. Demain matin, on peut pas. Demain matin, là, on peut pas. Mais est-ce qu'on est obligé de s'asseoir sur notre chaise, d'attendre, puis de voir le Québec se faire monnayer par le Canada, ou si on est mieux d'être au front avec le reste du Canada, veiller au grain et être collaboratif, proposer des suggestions qui parfois sont bonnes pour le Québec, et étonnamment, le Canada s'aperçoit que c'est une bonne idée. Et donc, on est mieux d'être dans l'action que de se faire avoir, je dirais, par des gens qui n'ont pas l'intérêt du Québec. Et ça, c'est démontré avec le temps. Je pense qu'il n'y a plus personne qui croit que les 10 députés conservateurs ont servi le Québec, qui se lèvent le matin pour dire « Bon, qu'est-ce qu'on ferait bien pour le Québec aujourd'hui? » Ils sont pris avec un boulet au pied, c'est la ligne de parti. Puis la ligne de parti est tournée vers le pétrole. L'autre parti s'est tourné vers les finances de Toronto. Le multiculturalisme et les frontières et tout ce que ça a donné au Québec. Cette complexité-là d'accueil, qu'on n'a pas réussi à faire un accueil réussi, une immigration réussie, parce qu'on s'est fait imposer des choses par le Canada. Donc, à la frontière, je parle de l'accueil des réfugiés. Oui, donc, mais... il faut absolument qu'on... En conclusion... Je demande aux Québécoises et aux Québécois de bien réfléchir. Et ils sont capables de le faire. Il faut juste qu'ils ne se fassent pas happer par la morosité, le sentiment de panique. On ne fait rien quand on prend panique. Il faut rester dans le concret, il faut rester bien focusé et voir où sont nos leviers et comment on peut travailler avec... Alors, à n'en pas douter, Mme Desbiens, vous êtes toute prête... l'acuité oui. que le Bloc québécois démontre. Vous êtes prête pour les prochaines élections? Je suis prête et je sens que c'est plus important que jamais de l'être. Alors, on sera heureux de vous accueillir à nouveau pour en parler. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et surtout, ne cédez pas à la morosité. Le Québec est riche, fort et on est capable de se défendre. Merci, Mme Desbiens.